Il me faut ajouter encore une remarque avant de conclure l'histoire de Madame von N. Nous la connaissions tous deux assez bien, le docteur Breuer et moi, et ce durant une assez longue période, et nous avions coutume de sourire lorsque nous comparions le profil de son caractère avec la description de la psyché hystérique qui accourt depuis des anciens temps à travers les livres et l'opinion des médecins. Lorsque nous nous sommes aperçus, à partir de l'observation de Madame Kessily M., que l'hystérie, sous sa forme la plus grave, est compatible avec les dons les plus riches et les plus originaux. Un fait qui d'ailleurs transparaît jusqu'à l'évidence dans les biographies des femmes qui comptent dans l'histoire et la littérature. Nous avions en Madame Amy von N un exemple de ce que l'hystérie n'exclut pas un caractère impeccablement développé, ni une vie consciemment menée vers ses buts. Cette femme que nous avions bien connue était quelqu'un d'exceptionnel, dont la rigueur morale, dans la conception de ses devoirs, l'intelligence et l'énergie proprement masculines, la haute culture et l'amour de la vérité nous en imposaient à tous deux, tandis que sa sollicitude, pleine de bonté pour toutes les personnes qui lui étaient subordonnées, sa modestie intérieure et la finesse de ses manières la faisaient d'ailleurs apparaître comme une dame inspirant le respect. Appeler dégénérée une telle femme, c'est déformer la signification de ce mot jusqu'à le rendre méconnaissable. On fait bien de distinguer conceptuellement les êtres humains disposés et les êtres humains dégénérés, sans quoi on sera contraint de concéder que l'humanité est redevable d'une bonne partie de ses grandes conquêtes aux efforts d'individus dégénérés. Je l'avoue également, dans l'histoire de Madame von N, je ne puis rien trouver de la performance psychique amoindrie à laquelle P. Janet ramène l'apparition de l'hystérie. La disposition hystérique consisterait, selon lui, en une étroitesse anormale du champ de la conscience, et par suite d'une dégénérescence héréditaire, laquelle donne lieu à l'abandon dans lequel sont laissées des séries entières de perceptions, et par la suite à la désagrégation du moi et à l'organisation de personnalités secondaires. Par conséquent, le reste du moi devrait aussi, après soustraction des groupes psychiques organisés hystériquement, être moins capable d'agir que le moi normal. Et de fait, ce moi, selon Janet, est, chez les hystériques, chargé de stigmates psychiques, condamné au monoïdéisme et incapable des performances habituelles de la volonté dans la vie. J'estime que Janet a eu tort ici d'élever des états consécutifs à la modification hystérique de la conscience au rang de condition primaire de l'hystérie. Ce thème méritait d'être traité ailleurs, de façon plus détaillée. Mais chez Madame von N, on ne pouvait rien remarquer d'une telle performance amoindrie. Durant la période de ses états les plus graves, elle était et restait capable d'assurer sa participation à la direction d'une grande entreprise industrielle, de ne jamais perdre de vue l'éducation de ses enfants, de poursuivre son commerce épistolaire avec des personnes d'esprit éminents. Bref, de faire face à tous ses devoirs de telle sorte que son état de maladie pouvait rester caché. Je devrais bien plutôt estimer qu'il en résultait un degré considérable de surperformance psychique, qui n'était peut-être pas soutenable dans la durée, qui devait nécessairement conduire à un épuisement, à la misère psychologique secondaire. À l'époque où je la vis pour la première fois, de tels troubles de sa capacité d'agir commençaient vraisemblablement déjà à se faire sentir. Mais en tout cas, une grave hystérie avait existé de longues années avant ces symptômes d'épuisement.